Vous êtes sur RAL 24 News et bienvenue dans ce nouveau numéro de Cap sur l'Afrique, votre rendez-vous hebdomadaire avec les questions africaines. Madame, monsieur, bonsoir. Et comme chaque samedi, je suis heureuse de vous retrouver dans ce rendez-vous hebdomadaire avec l'Afrique. Et ce soir, durant les 26 prochaines minutes, nous allons nous intéresser avec mes invités à un sujet qui revêt bien des facettes, les relations entre l'Afrique et la France. Dans un moment où les populations africaines scandent tôt et fort l'Afrique aux Africains et les faux pas diplomatiques de la France en Afrique se multiplient et ne se comptent plus. Les tensions sont de plus en plus grandissantes. C'est dans ce climat que nous allons essayer de décortiquer les relations entre l'Afrique et la France, dans le passé, le présent, mais aussi envisager un avenir. Et pour en parler, j'ai le plaisir d'être accompagné ce soir de Eric Yombe, consultant, conférencier et journaliste indépendant, spécialiste des relations internationales, notamment des pays d'Afrique noire francophone, auteur de cet ouvrage, dont le dernier, Le poids colonial de la France, entre façonnage, errance et auto-libération. Bonsoir Eric, merci d'avoir accepté notre invitation. Bonsoir, bonsoir à vos téléspectatrices et à vos téléspectateurs et merci de m'avoir invité. J'ai le plaisir également d'être accompagné ce soir de Michel Porran, journaliste spécialiste de l'Afrique et auteur de l'ouvrage Les ambassades de la France-Afrique, l'héritage colonial de la diplomatie française. Bonsoir Michel, merci de nous rejoindre pour ce numéro de Cap sur l'Afrique. Oui, bonsoir, merci de me recevoir. C'est Michael, hein, pas Michel. Autant pour moi. Bonsoir Michael. Merci. Alors, sans plus attendre, on entame la première partie de notre émission. 3 questions. Et donc, on entame cette émission et je commence avec vous, Eric. Eric, la France est perçue de plus en plus comme un obstacle aux aspirations de développement africaines, qu'elles soient démocratiques, de souveraineté, et la rue conteste et rejette de plus en plus la France. D'où vient ce rejet, Eric ? Alors, il est déjà important de préciser qu'en réalité, il y a 2 relations distinctes que la France entretient avec l'Afrique. Il y a une relation qu'on peut qualifier de pacifiée parce qu'il n'existe pas entre la France et ses entités une relation qu'on peut qualifier de coloniale. Mais il y a surtout une relation entre la France et l'Afrique noire francophone qui comprend un passé suffisamment tumultueux, un passé qui n'a pas encore été suffisamment restitué, un passé qui n'a pas suffisamment été exorcisé. Et malheureusement, la France continue jusqu'en 2023 avec les méthodes d'hier. Elle n'a pas compris qu'il y a une nouvelle génération qui se met en place. C'est une génération constituée de jeunes personnes bien formées qui contestent cet héritage colonial, qui contestent la façon de faire, qui contestent la France-Afrique. A contrario, des parents africains ou alors des premiers dirigeants africains qui avaient accepté ce qu'on peut qualifier, n'est-ce pas, une certaine compromission. Donc aujourd'hui, nous se retrouvons dans une logique où c'est la croisée des chemins et de plus en plus aujourd'hui, cette nouvelle génération conteste la façon de faire de la France. Elle a envie elle-même, n'est-ce pas, d'écrire un nouveau narratif de telle sorte que cette histoire, ce sera la sienne et non celle, n'est-ce pas, des parents. C'est-à-dire de ceux qui sont venus avant les actuels dirigeants, qui sont notamment incarnés, n'est-ce pas, par le Mali, par le Burkina Faso, entre autres. Donc, si elle surgit maintenant, c'est parce qu'il y a une nouvelle génération de jeunesse africaine qui envisage d'écrire une nouvelle page de son histoire, peut-être. En effet, la majeure partie, non seulement c'est la contestation de ce qui s'est passé, mais c'est une nouvelle génération qui aspire à autre chose. Une génération qui est confrontée à la mondialisation, une génération qui comprend bien que les rendements de la collaboration, de la coopération avec la France, c'est un rendement qui n'a pas été bénéfique et qu'aujourd'hui, il faudrait mettre en place un autre paradigme et avec d'autres partenaires. Et c'est pour ça que vous entendez de plus en plus, il existe, n'est-ce pas, une sémantique qui est liée à la Russie. On veut d'autres choses parce qu'on espère, on souhaite qu'avec de nouveaux partenaires, il y aura l'écriture d'une histoire qui portera des fruits plus bénéfiques. Justement, je passe à Michael.
Le titre de votre livre, je le disais à l'instant, c'est « Les ambassades de la France-Afrique, l'héritage colonial de la diplomatie française ». Pouvons-nous comprendre par ce titre que vous estimez que durant les 60 dernières années qui ont marqué les indépendances, notamment au Sahel, comme vous le signalez dans votre livre, la France a pratiqué une diplomatie comme au temps des colonies? En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le logiciel diplomatique de la France a du mal à évoluer et à changer. Et on s'en rend compte au quotidien et on se rend bien compte que les diplomates français sont d'ailleurs les premières cibles souvent quand il y a des contestations dans les pays. On l'a vu avec le renvoi de l'ambassadeur au Mali et le renvoi de l'ambassadeur au Burkina Faso. Ce qui se passe, c'est qu'en fait, les ambassadeurs de France, finalement, dans ces pays, dans les anciennes colonies, ont une histoire en fait. C'était les premiers ambassadeurs au moment des indépendances, c'était des administrateurs coloniaux, et puis tous ont suivi plus ou moins la même formation, et donc on est en fait sur un fil conducteur et un certain héritage. Je ne veux pas généraliser, c'est-à-dire que si ce livre a pu être fait, c'est aussi parce que certains au sein du ministère des Affaires étrangères ont bien voulu me parler et m'ont fait remarquer eux-mêmes qu'ils n'étaient pas toujours d'accord avec la manière de faire sur le continent. Et d'ailleurs, d'autres ambassadeurs s'expriment ouvertement et estiment que la diplomatie française mériterait, dans ce moment très particulier, comme le soulignait Eric, où il y a un certain rejet de la politique française par la jeunesse, la diplomatie française mériterait d'être plus discrète, ou en tout cas moins voyante et se mettre, avoir un peu plus d'humilité, moins d'arrogance. Ouais. Vous venez de dire qu'il y a des diplomates français qui sont contre justement cette diplomatie française pratiquée dans le continent africain, mais pourquoi elle perdure? Quels sont les éléments qui font qu'elle perdure justement? Je pense qu'il y a plusieurs éléments. Le premier élément, c'est que les ambassadeurs sont quand même des exécutants de la politique générale de la France en Afrique. Donc, quelque part, les ambassadeurs n'ont pas vraiment leur mot à dire quand on leur demande de perpétuer une certaine politique. L'autre chose, c'est qu'il y a un certain confort. C'est-à-dire qu'en fait, dans ces anciennes colonies, l'ambassadeur de France, lors de mon enquête et de mes entretiens, souvent on me disait l'ambassadeur de France a plus de poids, plus d'importance qu'un ministre. On me parlait de proconsul, de ce genre de choses. Donc en fait, il y a un certain confort aussi et donc de pouvoir finalement de l'ambassadeur de France dans ces pays qui fait que on a du mal à changer quand on arrive, quand on est nommé ambassadeur de France en Côte d'Ivoire, au Gabon, ou ce genre de pays. On a un certain poids, une certaine importance et difficile de se réformer. On a accès au président de la République assez facilement. Moi, je pose la question, est-ce qu'on verrait un ambassadeur camerounais en France avoir accès à Emmanuel Macron? C'est absolument pas le cas. Donc il y a une asymétrie des pouvoirs qui perdure et au-delà et si on prend un peu plus de hauteur, un peu plus de recul, cette asymétrie des pouvoirs s'explique aussi parce que la France sur la scène internationale a ce poids au niveau international, notamment parce qu'elle a cette influence dans cette sphère africaine. Justement, l'influence et l'importance de l'Afrique pour la France, on va en parler dans la deuxième partie de notre émission. Eric, les 17 et 18 février 2022, quelques 80 dirigeants africains et européens étaient attendus à Bruxelles pour le grand sommet Union européenne-Union africaine. Le président français Emmanuel Macron déclare alors qu'il veut refonder le New Deal économique et financier, estimant que les relations entre l'Afrique et les anciennes puissances coloniales étaient un peu fatiguées, allant jusqu'à ajouter que les États européens veulent repartir sur de nouvelles bases, plus équilibrées, plus capables de contrer l'influence grandissante de puissances non démocratiques comme la Chine, la Turquie ou encore la Russie. Eric, est-ce que la diplomatie française n'est pas une diplomatie réactive finalement? Sans l'influence grandissante en Afrique de la Russie, de la Chine et de la Turquie, la France se serait-elle remise en cause? Alors, il se passe que la France n'arrive pas à inventer un nouveau logiciel dans sa façon de se déployer en Afrique, dans sa façon de parler à l'Afrique. La France est restée condescendante, la France est restée fière d'elle. Et à partir du moment où elle regarde l'Afrique comme une possession coloniale, comme un espace de domination, ad vitam aeternam, tel que ça s'est toujours fait dans le passé, forcément la France aura du mal à inventer une histoire, à mettre en place une autre histoire avec particulièrement l'Afrique noire francophone. Il se passe tout simplement qu'aujourd'hui, la France est dans une logique où elle n'a pas encore fait un véritable travail pour inventer cette nouvelle relation. Quoique,
il existe des rapports connus, dont j'oublie le nom, qui parlaient de la diminution, n'est-ce pas, de l'influence économique de la France en Afrique noire francophone. Il y a des travaux, des études connues, mais qui n'ont pas encore permis à la France jusqu'ici de mettre en place, de se déployer pour écrire cette nouvelle histoire et particulièrement cette nouvelle histoire économique. Ici, celle-ci a du mal, cette nouvelle relation a du mal à se mettre en place. Forcément, c'est à cause du regard. Mais il y a aussi un autre aspect que nous aborderons tout à l'heure. C'est l'incapacité pour les Africains, en tout cas en Afrique noire francophone, d'avoir une véritable ingénierie pour inverser les forces. Parce qu'il faut bien dire que si la France est restée relativement puissante, c'est parce qu'il y a une élite africaine qui est envoûtée, qui est totalement, n'est-ce pas, déployée vers la France notamment. Nous y reviendrons, mais il y a cette absence de véritable rapport de force faisant que la France aujourd'hui, la France officielle en tout cas, peut se déployer avec relativement les forces importantes comme ça se faisait par le... Nous allons revenir sur justement les relais de la France en Afrique, mais je vous pose la même question, Michael. Que pensez-vous justement de cette nouvelle, du fait que la France aujourd'hui prenne conscience, quelque sorte, de ces dérives que par l'influence d'autres puissances? C'est quand même assez complexe, c'est pas si simple. En fait, la France a toujours eu dans son histoire, en tout cas de la diplomatie française, des moments de focalisation sur des puissances qui venaient chahuter son influence dans son précaré. Il y a eu toute la période avant le génocide du Rwanda, où c'était les anglophones, c'était de la faute des anglophones. Ensuite, on a vu dans les années 2000, à partir des années 2000, c'était la Chine. La Chine arrivait massivement sur le continent, et là, la diplomatie française a commencé à accuser systématiquement la Chine, en parlant des droits de l'homme, en parlant des marchés, de la corruption, ce genre de choses. Et aujourd'hui, on entend beaucoup parler de la Russie. Donc en fait, la France, elle est confrontée, et c'est logique, à la compétition des autres puissances mondiales sur le continent africain. Elle le vit pas toujours bien, effectivement, sur les endroits où elle considère que c'est elle qui doit avoir le plus d'influence, mais en même temps, c'est l'ordre des choses. Donc elle essaie de s'adapter, elle parle beaucoup de l'Union européenne, effectivement, vous citiez tout à l'heure, vous parliez tout à l'heure de l'Union européenne, donc on entend beaucoup aussi ce discours avec le multilatéralisme et l'Union européenne, mais il faut savoir que c'est pareil au sein de cette question de diplomatie européenne. Souvent, sur ces pays, quand même, la diplomatie française a souvent le dernier mot. Merci, Michael. Et sans plus attendre, on entame la deuxième partie de notre émission et nous allons nous intéresser à l'avenir de cette relation entre l'Afrique et la France. Dans un entretien accordé au magazine Le Point le 16 février 2023, soit à la veille du sommet de l'Union africaine pour sa 36e édition, Denis Sassou Nguesso estime que la relation entre la France et l'Afrique doit évoluer. Pensez-vous aujourd'hui, Éric, que la France peut s'appuyer sur ces relais en Afrique justement pour redorer son blason? Il est déjà important de préciser que jusqu'ici, la France regarde l'Afrique noire francophone, je précise, elle regarde l'Afrique noire francophone comme si c'était son empire colonial. Il faut qu'on soit précis là-dessus. Et ce n'est pas une réalité qui date d'aujourd'hui. À partir du moment où la France a perdu la bataille de Bien Djemfo, à partir du moment où la France a perdu l'Algérie avec les accords d'Évian de 1962, il fallait d'autres espaces en Afrique noire francophone sur lesquels la France devrait s'appuyer pour justifier en bonne partie sa puissance, comme bien entendu les États-Unis se sont appuyés par le passé, notamment sur le Japon. Donc il faut déjà une justification de cet espace, de cette sphère d'influence, une réalité qui était déjà très vérifiée lors de la guerre froide, soit de 1947 à 1989. La réalité d'aujourd'hui est que la France aujourd'hui, elle refuse de vouloir perdre les différents bénéfices qu'elle engendrerait sur ces différents espaces. Elle doit donc, la France, s'appuyer sur les différents relais. Et ces relais sont connus.
ce sont les dirigeants qui sont en place aujourd'hui, mais des dirigeants d'hier, parce qu'ils sont totalement en déphasage par rapport aux aspirations profondes des populations et parce qu'en réalité, ils sont très éloignés de la moyenne d'âge de ces différentes populations en Afrique noire francophone. Regardez aujourd'hui ce qui se passe au Tchad, regardez aujourd'hui ce qui se passe au Cameroun, regardez ce qui se passe bien entendu au Congo. Il se dessine bien entendu un certain arc de la conservation de cette logique de l'empire colonial français. Avec les changements du Tchad, il se prépare bien au Cameroun des changements dans la logique de la perpétuation de cet empire colonial. Et la réalité continuera bien entendu forcément avec le Congo-Brazzaville. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une logique où la France ne veut pas changer son logiciel parce qu'elle a encore des hommes sûrs ou alors relativement sûrs qui continuent le travail et qui la confortent dans sa logique de rester dans une perspective d'empire colonial. Donc on peut dire que ce qui a été nommé de précaré ou des réseaux de la France-Afrique, des réseaux FOCART, sont encore assez vivants finalement. Ils sont très vivants dans des pays bien connus. Il s'agit principalement du Tchad, il s'agit bien entendu du Cameroun, il s'agit du Gabon, il s'agit du Congo-Brazzaville. Et sur ces différents territoires, vous y voyez des chefs d'État, des dirigeants, je ne dirais pas une expression forte, qui sont à la solde de Paris, mais on voit bien qu'ils sont des ouvriers de la France officielle à travers les actes qu'ils posent et des actes qui donnent de grands bénéfices, bien entendu, à cette France officielle. Michael, le président français Emmanuel Macron, quand il parle de la Russie, parle d'impérialisme russe en Afrique et d'impérialisme russe quelque part en quelque sorte dans le monde. Éric vient de nous expliquer que même le logiciel de la France est un logiciel impérialiste. Pourquoi cette dualité des mots qui ne s'adaptent pas, qui refuse qu'elle s'adapte à lui-même, Michael? Oui, alors déjà, j'ajouterais la Côte d'Ivoire dans l'arc que dessinait Éric par rapport au pays. Alors pourquoi? Tout simplement, moi je pense qu'en fait aujourd'hui, on l'a vu, il y a la réelle politique souvent qui reprend le dessus. C'est-à-dire qu'Emmanuel Macron avait annoncé un changement de paradigme et une nouvelle relation de la France avec l'Afrique. Et en fait, une fois qu'on a vu arriver quelques contestations sur le terrain, notamment militaire, c'est-à-dire que quand au Mali, on a commencé à demander des comptes à l'armée française, etc., Emmanuel Macron a tout de suite finalement repris les vieilles antiennes de la France-Afrique, en fait, en demandant au chef d'État d'adouber finalement la présence de la France. Et puis après, on a eu cette succession de coups d'État entre le Mali, le Burkina, la Guinée. Et là, on a vu que la France condamnait les coups d'État parce que souvent c'était contre des hommes avec lesquels elle s'entendait très bien, que ce soit Alpha Condé. Alors qu'on a vu les populations soutenir ces transitions. Pourquoi est-ce que la France, quand elle dit que je suis pour la démocratie des peuples, je suis pour le renouveau de l'Afrique, elle se fait même le gendarme et la gardienne personnelle de l'Afrique et du bien-être des Africains, refuse de suivre la vie des populations qui vivent dans ces régions-là? Ben surtout, j'y arrivais, c'est-à-dire qu'après, on a vu Emmanuel Macron se déplacer et adouber Mahamat Idriss Déby, le fils Déby, dans un coup d'État constitutionnel. Ensuite, on a vu Emmanuel Macron... Mais Idriss Déby reste quand même le fils de Idriss Déby, Mohamed Déby reste quand même assez contesté par sa population, contrairement à d'autres régions, si on parle du Burkina Faso et le Mali. Ce que je voulais dire, c'était ce deux poids deux mesures qui ne passe plus en fait aujourd'hui dans les populations. C'est-à-dire que d'un côté, on condamne des coups d'État qui sont a priori plus ou moins populaires, et de l'autre côté, on va soutenir d'autres coups d'État constitutionnels, peut-être pas militaires, au Tchad, ou même aller encore taper sur l'épaule de Paul Biya, qui est au pouvoir depuis 40 ans et qui est un autocrate. Et puis on va faire un sommet au Gabon, qui est aux mains de la même famille depuis 1966. Donc en fait, là, on voit bien qu'il y a ce deux poids deux mesures, et c'est souvent ce qu'on entend quand même dans la population et même chez certains hauts dirigeants africains, qui est en fait ce deux poids deux mesures de la France qui, d'un côté, condamne quand ça ne l'arrange pas et adoube finalement quand ça l'arrange.
Éric, il semble, enfin, vous êtes journaliste indépendant, vous suivez les médias et les politiques français aussi. On vient juste de se rendre compte que l'Afrique sont des États indépendants et on parle de renouveau des relations et le passé colonial doit être mis de côté. Est-ce que finalement ce n'est pas du mépris de vouloir mettre ce passé colonial et est-ce que ce renouveau dont parlent les politiques françaises a finalement 60 ans de retard? Déjà, c'est un discours qui vient énormément en retard par rapport aux aspirations des Africains, en tout cas ceux de l'Afrique noire francophone. Mais surtout, je doute fort vraiment que ce renouveau puisse se faire avec le logiciel présent que nous voyons. Je vais vous prendre quelques exemples extrêmement précis. En 1892, il y a eu la fameuse bataille où le roi Béhanzin du Bénin a été déchu. Alors, il a été déchu, des objets d'art ont été volés. Je pèse mes mots, ils ont été volés par le général Dodds. Et qui plus tard, ces objets ont été offerts au musée d'ethnologie du Trocadéro. Alors, et ce que nous assistons aujourd'hui, c'est à une rétrocession d'une partie de ces objets. C'est-à-dire que le Bénin qui a été victime d'un saccage, d'une campagne impérialiste violente où il y a eu des vols, le Bénin est dans une logique où il doit demander que lui soient restitués des objets qui ont été volés. Sur un plan du droit, ça peut se comprendre qu'il n'y a pas une rétrocession automatique, mais sur un plan de l'éthique, ça ne peut pas être compréhensible. Je vous donne cet exemple pour que vous compreniez les rapports qui existent entre cette nouvelle génération et cette France officielle d'aujourd'hui. Il faut des profonds changements pour que cette relation soit une relation qui puisse durer sur le temps. Maintenant, pour que ça puisse durer sur le temps, il faudrait que ce renouveau prôné par les autorités françaises concerne également non seulement le changement de sémantique, un autre discours, mais des actions concrètes qui visent à tendre la main à cette nouvelle Afrique, je l'appelle ainsi. Et en retour, cette Afrique profonde a le devoir d'inventer une ingénierie, un rapport de force faisant que dans la balance, dans les discussions, dans ce qui sera fait, que cette Afrique noire francophone pèse suffisamment lourd de telle sorte que la France puisse être contrainte à changer. Et c'est ce qui se passe en ce moment au Burkina Faso et c'est ce qui se passe en ce moment au Mali avec des dynamiques qui sont mises en place dans la perspective de donner une autre coloration à cette relation entre la France et l'Afrique noire francophone. J'aurais une dernière question à vous poser à tous les deux parce que le temps qui nous est imparti commence à être fini. À la lumière de ce que vient de dire Éric, Michael, Éric estime qu'aujourd'hui le renouveau est peut-être possible, mais à condition que la France regarde vers l'Afrique comme étant son égal à part entière. À votre avis, quel avenir vous pouvez nous donner des scénarios pour cette relation finalement? C'est compliqué, je ne vais pas m'avancer sur des scénarios, mais ce qui est sûr, c'est que l'avenir, enfin, la France a de l'avenir en Afrique et les relations franco-africaines se poursuivront comme elles se poursuivent, comme l'Afrique a d'autres relations avec d'autres pays, la Chine, la Russie, la Turquie, etc. Donc je pense que de toute façon, la France, il y aura toujours des relations avec la France, avec l'Union européenne également. Ça, c'est une certitude. Par contre, ce qui est sûr, c'est que pour que ces relations soient de plus en plus apaisées, il va falloir revoir le logiciel, comme disait Éric. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un logiciel dépassé qui ne s'est pas adapté. Nos diplomates sur le continent, puisque c'est l'objet de mes études, mais nos diplomates sur le continent, malheureusement, ne sont pas assez à l'écoute des peuples, sont plus à l'écoute des hauts fonctionnaires, ou du moins même des présidents. Et donc, il va falloir, pour que cette relation perdure et reprenne, on va dire, d'un point de vue d'égal à égal, il va falloir qu'elle soit plus à l'écoute des attentes aussi des populations et puis qu'elle arrête ce deux poids deux mesures dont je parlais tout à l'heure aussi, pour qu'elle soit beaucoup plus lisible en fait dans sa politique et dans ses relations. On parlait tout à l'heure des réseaux focards. Moi, je voudrais juste dire un point là-dessus, c'est que les réseaux focards en fait n'existent plus. C'est juste que la France-Afrique a évolué, elle a changé. Mais même la colonie n'existe plus, mais il reste toujours quand même des traces de ce qui a été
raconter cette histoire, de la construction de cette histoire entre l'Afrique et la France. Des traces, il en restera toujours, c'est évident. Mais en fait, c'est une perpétuelle évolution. En fait, la France-Afrique existe toujours malgré que les réseaux FOCAR n'existent pas. C'est d'autres réseaux qui se sont mis en place. Ce que je voulais juste dire par rapport à ça, c'est que la France évolue, mais n'évolue a priori pas dans le bon sens. C'est-à-dire qu'elle essaye de s'adapter pour garder son influence. Je pense qu'aujourd'hui, il faut pas être naïf non plus. Chaque pays veut avoir de l'influence et veut garder son influence. Et ça, c'est le jeu de la géopolitique mondiale. Mais la France doit simplement apprendre à être probablement un peu plus discrète, à se mettre d'égal à égal avec les autres pays, à comprendre qu'elle est en compétition avec d'autres pays et que les pays en Afrique sont des pays souverains et que c'est à eux de choisir leurs partenaires. Merci, Michael. Éric, brièvement, est-ce que vous pouvez nous dire quel est l'avenir pour les relations entre l'Afrique et la France, finalement? Brièvement. Je pense que c'est une relation qui sera tumultueuse par l'avenir. Vous voyez, déjà au Mali, il y a des transformations profondes. Le Burkina Faso prendra le relais. Et il est en train de se créer des dynamiques du changement en ce qui concerne le Tchad. Il est évident qu'un jour, le Cameroun jouera, bien entendu, son rôle dans cette transformation. Donc, c'est une relation qui sera tumultueuse et malheureusement, la France sera contrainte à changer parce qu'elle sera dos au mur. Il lui appartient en ce moment d'anticiper et d'organiser une rencontre qui fera en sorte qu'elle puisse durer, mais en ayant changé de logiciel. Merci Éric, merci de nous avoir accompagnés, merci pour les éclairages que vous avez apportés, merci Michael de nous avoir accompagnés, merci aussi pour les éclairages que vous avez apportés. Madame, Monsieur, c'est la fin de ce cap sur l'Afrique. Vous l'aurez compris, les relations entre l'Afrique et la France, chacun a son avis, chacun a aussi son mot à dire. L'Afrique a son mot à dire et aujourd'hui l'Afrique aspire, la jeunesse africaine aspire à un autre avenir. C'est la fin de ce cap sur l'Afrique. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une excellente soirée. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle question africaine. Excellente soirée sur Al 24 News.